Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, bienvenue sur 10-12 Le Zénith. Nous sommes chez Equinox Télévision, nouvelle rencontre en ce 14 mai 2020. Nous vous souhaitons bien évidemment de bien vous installer. Bavure du commandant des brigades Marie-Claudette Mezou dans la région de l'Ouest. Aujourd'hui, on n'en parle pas, on n'en fait plus écho. Yaoundé est muet, on ne l'entend pas et plus que jamais on se demande est-ce que le CED également s'est prononcé sur cette question. Félicité, espère, Zeifman, avocate au barreau de Paris, tense durement le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde de Sceaux, à travers bien sûr une lettre qu'elle vient de faire parvenir au Premier ministre chef du gouvernement, s'insurgeant contre l'attitude de M. Jean de Dieu Momo. Elle l'estime qu'il est insultant, qu'il est vraiment irresponsable. En tout cas, on va revenir sur cette lettre au courant de l'émission et vous allez entendre parler. On revient encore aujourd'hui, madame, monsieur, sur la multiplicité des protocoles de traitement de Covid-19. Les chercheurs camerounais sont-ils muselés ou oubliés? Dans leur retranchement, ils multiplient des communiqués à travers les réseaux sociaux pour se faire entendre. Pourquoi le ministre de la Santé ou encore le ministre de la Recherche, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, pourquoi ne rendent-ils pas publiques leurs propositions? Et certainement dans le but de les encourager. On en parlera. Merci à vous de trouver de l'intérêt à nous retrouver sur 10-12 Le Zénith. La grande famille est au complet. Charles Amel Batou, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey, Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, vous servir. Bonbon, je commence avec vous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Hier, on appréciait le comportement honorable, très honorable du président malgache qui commence à sortir l'Afrique des tourbillons des firmes pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, on continue dans le même sens. Savez-vous que l'Organisation mondiale de la santé et l'Europe, et notamment des laboratoires français, n'ont jamais enlevé la quinine du marché africain? Est-ce que vous le saviez? Or, on avait constaté depuis des années que la chloroquine et leur quinine ne servaient à rien dans le traitement contre le paludisme. Mais ils avaient maintenu la quinine. Nous avons donc, à la suite du président malgache, certains intellectuels, certains chercheurs africains qui vont emboîter le pas, notamment le professeur Gustave Lehmann. Il va faire une communication très appréciée, qui sera bien sûr très appréciée cet après-midi à partir de 16h30, qui sera diffusée largement pour vous dire quel est l'enjeu, ou alors quels sont les enjeux des firmes pharmaceutiques européennes pour le continent africain. Pourquoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment en Afrique? Est-ce que l'Afrique peut s'en sortir? Pour le professeur Gustave Lehmann, qui est chef département ici à l'université de Douala, biologiste, il va nous dire, il va essayer d'amener ses confrères chercheurs du Cameroun notamment et de l'Afrique en général à cette fois-ci prendre la clé et déverrouiller la recherche pour mettre l'Afrique au devant. Il a bien dit, il faut déverrouiller. Henri Hogbenden par là, il faut décoloniser la recherche, il faut déverrouiller pour que les universités camerounaises et africaines commence à faire les recherches et surtout à les faire accepter par la communauté scientifique internationale. Très bien. Merci, professeur Gustave Lehmann. C'est peut-être un début déjà en ce qui concerne la décolonisation de la recherche au Cameroun. Il faut déjà déverrouiller pour enfin décoloniser. Mais rappelez que l'OMS vient d'être chassé du Burundi. C'est une actualité qui a été filtrée et qui depuis hier fait le tour de la toile. Le Burundi, le Bujumbura a décidé de mettre bien évidemment l'OMS de côté. Quand Madagascar aujourd'hui a ouvert une enquête contre l'Institut Pasteur de ce côté-là, une enquête diligentée à Madagascar contre effectivement l'Institut Pasteur révélerait des intérêts et des erreurs dans la publication des personnes infectées au Covid-19. Il n'y a pas ça. Le problème c'est quoi? C'est que l'Organisation mondiale de la santé refuse toutes les enquêtes
pour voir les effets secondaires ou les manœuvres pour tuer les populations africaines. Je vous parle ici des ibuprofènes qu'ils connaissent. L'OMS connaît tous les détails dans l'assassinat qui est dans ces médicaments, ibuprofènes. Et pourquoi on voudrait toujours que les médecins prescrivent ces anti-altalgiques ou comme vous voulez, pour soi-disant atténuer les douleurs des femmes lors des règles douloureuses. Ils savent bien ce qui est derrière pour rendre les femmes stériles et tout. Ils savent. Et on connaît bien sûr les conséquences. Allez, je vais, petite entorse ce matin. Je vais d'abord accueillir Karine Santia. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Récemment ici, sur ce plateau, on a parlé du sujet concernant notamment les masques fabriqués par la SICAM, la cotonnière du Cameroun. Et on avait évoqué le fait que l'ordre qui était venu du ministère était sans fonds. Et j'avais soulevé aussi le fait que le ministère peut avoir dit fabriquer, mais sans avoir donné 5 francs. Et hier encore, les responsables de cette entreprise ont prouvé qu'effectivement, ils n'ont pas reçu un copet de l'État du Cameroun pour fabriquer ces masques-là. Donc, définitivement, ce n'est que normal qu'ils fabriquent les masques à ces prix-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges à payer, il y a des employés à payer, il y a les machines qu'il faut entretenir, il y a le coton qu'il faut acheter, il y a tellement de choses à prendre en compte dans cela que, effectivement, c'est normal qu'ils vendent les masques à 1200 francs. Alors, à quoi ça sert dans un État qui se veut combattre une pandémie comme celle que nous voyons, que nous vivons en ce moment, de donner des ordres sans donner de moyens d'accompagnement? Le Tchad a fait pareil en subventionnant la fabrication des masques et les masques se vendent à 200 francs. Ça coûte quoi à l'État du Cameroun de profiter de cette occasion pour relancer la filière textile? Bonne question. Allez, je vais rapidement dire bonjour d'abord à Dominique Audrey. Il faut d'abord lui dire bonjour. C'est très important. Dominique Audrey Oyengelek, vous nous écoutez, vous êtes avec nous d'ailleurs sur la façade. Bonjour à vous et bienvenue Dominique. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'aimerais m'adresser aux médecins du Cameroun. En Afrique du Sud, les infirmiers et le corps soignant ont manifesté à la suite du décès d'une des leurs suite de Covid, et ces infirmiers et médecins revendiquent des équipements de protection et des moyens de locomotion pour aller au travail. Moi également au Cameroun, j'aimerais voir ce corps soignant manifester pour demander d'avoir plus de protection pour leur vie, pour pouvoir soigner les Camerounais. Donc cet exemple, je crois, comme en Afrique du Sud, il est important de manifester pacifiquement pour demander plus de protection pour ce corps-là. Ça fait un moment quand même, hein. On les attendait, et on s'est demandé véritablement où était-il passé l'ordre, ou ces médecins de l'ordre national des médecins. On en reparlera bien évidemment au courant de l'émission. Et cette fois-ci, on va souhaiter la bienvenue à Charles Amel Mbatiou qui est avec nous ce matin. Bonjour Charles Amel, bienvenue chez le Bantou. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier encore au ministre de la Santé. Hier ici, nous parlions du cas de Banganté avec la question du Covid. Une délégation a été envoyée à Banganté. Celle-là partait de Bafoussam pour Banganté. Pour se rassurer de ceci qu'effectivement, il n'y a pas de chloroquine, il n'y a pas de médicaments à Banganté. Au lieu de ça, cette délégation arrivée sur le terrain, c'est un personnel soignant malade qui s'est vu agressé. On a agressé les personnels médicaux, estimant que ce sont eux qui avaient décrié. On a vu des élites compradors, et je pèse mes mots du Ndé, se lever pour dire il ne faut pas salir le Ndé. Le Ndé est malade. Il y a le Covid, il faut l'assumer. Autre chose, nous avons des familles qui se retrouvent désormais à se disloquer de ce côté, parce que ceux qui ont été prélevés, n'ont pas leurs résultats en termes de tests de coronavirus, mais après une enquête où ils ont donné les noms et les numéros de téléphone des personnes qu'ils ont côtoyées les dernières 24 heures, des appels téléphoniques sont effectués à ces personnes pour lui dire X, Y a été testé positif au coronavirus. Et est-ce ainsi que doit fonctionner, puisqu'on parle de secret médical, la santé au Cameroun? Monsieur le ministre, rappelez vos troupes véritablement à l'ordre de ce côté de l'Ouest Cameroun et plus pratiquement de Banganté. Mettez la chloroquine, envoyez les médicaments pour permettre à nos mamans,
à nos papas, à nos jeunes sœurs qui sont de ce côté, de se soigner. Fait très marquant. Merci beaucoup Charles Amel Mbachou pour cette entrée. Et nous allons à nouveau nous retourner vers Dominique Audrey Oyengelek qui ce matin, comme vous le savez, avec l'histoire du jour, elle nous la racontera encore. Et à vous, madame, monsieur, de bien vouloir actionner vos différents téléphones, car vous nous regardez sur Internet en même temps, sur Facebook. Et n'hésitez pas de nous faire parvenir vos commentaires et vos messages à la suite de l'histoire du jour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que cela va vous inspirer? Et quels commentaires vous pouvez en faire? C'est 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision en live. Dominique Audrey avec vous ce matin. L'histoire. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme qui raconte que elle sortait d'une déception lorsqu'elle a rencontré cet homme. Cet homme, lui également, lui a fait savoir qu'il sortait d'un divorce, mais qu'il vivait avec une fille avec laquelle il était en train de se séparer. Il a promis à cette jeune femme, Ange, que puisqu'il était un notable, il n'y avait pas de risque pour qu'il se sépare. Il la prendrait comme une autre épouse puisque la tradition le voulait. La relation a continué, elle s'est faite tout bonnement et elle raconte que tout a basculé lorsque la femme avec laquelle cet homme la sortait est tombée enceinte. Elle raconte que ça faisait des années déjà que cette femme avait des difficultés à être enceinte et lorsque celle-ci lui annonce sa grossesse, elle a commencé à subir le courroux de cet homme-là. Il était de plus en plus nerveux, très colérique, lui faisait des reproches pour tout et pour rien. Elle raconte qu'au départ de la relation, ils se voyaient quasiment tous les jours. Mais depuis la grossesse de la femme de l'intérieur, ils ont commencé à se voir 2 à 3 fois par semaine. Elle n'avait plus le droit de l'appeler comme elle le faisait avant, comme elle le voulait. Elle raconte que parfois, lorsqu'il était même avec elle, chez elle, il recevait les appels de la femme de la maison. Elle n'a pas compris ce que ça voulait signifier puisque tous les deux allaient se retrouver ensuite. Donc, elle dit qu'elle a essayé de se rapprocher de lui et d'en parler. Celui-là lui a dit « Je suis désolée, mais je n'ai pas envie de blesser ma femme. C'est pour ça que je voudrais que tu te mettes un peu à l'écart et que tu m'attendes. Moi, je viendrai vers toi. » La question qu'elle nous pose, elle est adressée notamment à Charles Amel et à Père Mbombok, celle de savoir, est-ce que c'est comme ça que fonctionne la polygamie? Aidez-moi à comprendre si c'est comme ça que fonctionne la polygamie. Que dois-je faire? Est-ce que la polygamie demande qu'on ne se voit pas en public, qu'on ne puisse pas, que je ne puisse pas l'appeler même si je suis malade, que je ne puisse pas faire la cuisine pour lui et que je ne puisse pas faire également la lessive pour lui? Elle raconte qu'à côté de cela, il y a son ex qui est en train de revenir dans sa vie. Que doit-elle faire? En tout cas, la question ce matin est adressée à Mbon Bengan et Charles Amel Mbachou, parce qu'il y a eu une belle identification. Et je commence avec vous, Mbombok. Que dites-vous à cette femme? Et dit à cette femme, non, si elle est dans le tatillonnement, qu'elle rentre avec son ex. Mais elle a mal posé le problème de la polygamie. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Elle n'est même pas encore entrée. Elle avait déjà tiré les conclusions de la polygamie. C'est ça le problème. Voilà, elle dit, elle a la chance d'avoir un notable sérieux, honnête. Il lui dit, j'ai des problèmes avec ma femme parce que c'est comme ça chez nous. Quand vous avez une première épouse, vous n'avez vraiment pas de difficulté, elle n'arrive pas à enfanter. Elle-même, elle sait que le notable que j'épouse, le bonbon que j'épouse sera polygame. Elle a ces problèmes-là, elle n'arrive pas à, à pérenniser la descendance. Que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, on s'interroge. À ce moment, le gars se dit, je ne répudie pas, mais je pose le problème à une autre que j'ai trouvée en lui disant, comme tu vois, je suis notable, j'ai des problèmes avec ma première épouse par rapport à l'enfantement. Mais sache que tu entres là, tu entreras dans un mariage polygamique. Elle accepte. Mais le problème ici, c'est l'accaparement, ce n'est pas la polygamie. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'a pas posé le problème de polygamie. Elle a posé le problème de l'accaparement de l'homme. Et c'est là où, justement, les femmes commencent à apporter les problèmes dans la polygamie. Quand vous venez chez un notable, chaque femme a un nom. Moi, ma première femme, c'est Kindak, c'est-à-dire la femme avec qui j'ai pris le serment, j'ai prêté serment. La deuxième, c'est Kibandin, donc la femme
qui sera à côté de moi quand je vais pousser mon dernier souffle. Quel est le comportement de la deuxième femme face à la première? Si la première est vieille ou elle n'est pas vieille, il y a un type de comportement à faire. Donc, c'est pour cette raison que nous vous disons ici que ces problèmes, ce n'est pas que Mbombo a dit que, Tchalamel a dit que prévoit l'organisation sociétale à ce moment. Si la femme est assez vieille, il peut même arriver qu'elle ait fait des enfants, elle est assez vieille, vous voulez prendre une deuxième, vous achetez un sous-vêtement que vous donnez à la première femme. Ça veut dire, vous lui dites, maman, merci de m'avoir accueilli, mais sache que maintenant, votre mari sera plus proche de moi. C'est ça la symbolique de ce caleçon que vous lui offrez. Permettez que j'utilise l'expression parce que le débat risque d'aller dans tous les sens. Parce que vous pourrez dire sous-vêtement, on pense à un jupon. Ici, justement, parce que le notable s'apprêtait à ça. Voilà que la nature fait basculer les choses. La première femme commence à faire des enfants. Donc, la deuxième, il ne pourra plus lui dire « achète le sous-vêtement pour donner à la première ». Là, ça change. Les deux vont se mettre à enfanter. Donc, le notable se trouve donc dans cette situation où il dit « d'accord, j'ai pris l'engagement, j'ai fait un engagement parce que chez nous, c'est la parole. Il n'est pas question de dire à la deuxième femme « non, tu ne peux plus, comme la première a commencé à accoucher, je ne veux plus de toi ». Non, il va le prendre. Mais c'est un autre style de vie. Donc, à ce moment, quel est le statut qu'on va donner à la deuxième? Et c'est à elle d'attendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être patient, vous l'écoutez. D'accord. Mais ce n'est pas là. Si elle entre avec, n'est-ce pas, et comme la première a commencé, ta part l'avait même promis qu'il allait la répudier. On ne répudie pas. Chez nous, on ne se divorce pas. Bon, arrêtez les singes, les femmes. Non, j'essaie, je les singe parce que je les connais tout le temps. On ne répudie pas la femme chez nous. D'accord. On ne répudie pas. Ok. Donc, qu'elle reste tranquille. Elle attend. Son mari lui a dit, et voilà un homme honnête qui lui a dit, non, dans ce cas, reste tranquille, je viendrai. C'est quand je viens qu'on fait ça. Mais c'est que à 22h, tu es où? Non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, si vous voulez être avec des hommes ordinaires, peut-être que ça se passe là-bas comme ça, mais chez nous, non. Chaque femme a un nom. Chaque femme a un nom et c'est la première qui accueille la deuxième. D'accord. Quand la première accueille donc la deuxième avec, parce qu'elle a déjà accouché, qu'est-ce qu'elle veut? Ça, c'est la chefferie qui définit. Très bien. Il y a même quelqu'un qui a un nom. Un chef qui n'a pas d'enfant. Bon, c'est ça. Non, je vous dis seulement que nous avons les noms dans nos chefferies. On en reparlera, et je vois bien sûr Chalamel qui est très amusé, effectivement, par cette approche-là. Un chef qui a beaucoup d'enfants, ça a un nom. Un chef qui n'a pas d'enfants, ça a un nom. Très bien. Étant donné que 11 a posé le problème, il y a identifié Mbombo Mbengan et Chalamel Bachou. On attend bien sûr votre point de vue sur l'approche de cette femme, son problème, sa situation. Qu'en dites-vous, Chalamel? Bien, ce n'est pas la polygamie. Je préfère déjà le dire, ce n'est pas la polygamie. Pourquoi? La femme se bat, dit c'est la polygamie, c'est la polygamie. À quel moment démarre la polygamie? À quel moment démarre la polygamie? Je peux vous dire que j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai besoin de vous. Est-ce que parce que j'ai dit que j'ai besoin de vous qu'on va vivre, ça veut dire que je suis polygame? Non. La polygamie démarre ou commence le jour où la première femme vous a accepté. Si la première femme ne vous accepte pas, vous n'êtes pas polygame. C'est à la première femme de chercher. Tout à fait. La seconde, oui. Lorsqu'on dit à la première, vraiment, je commence, tu sais que toi et moi on vieillit déjà. Je commence à manquer, il me faut une échelle. Pour m'aider, il faut que j'ai quelqu'un, comme dit souvent Mbombo, qui va m'accompagner faire pipi. La femme, vous lui avez déjà passé le message. Elle commence à chercher. Elle étudie, elle lance. C'est lorsqu'elle a découvert qu'elle dit, tu m'avais dit quelque chose un jour. Bon, dans tous les cas, le repas que tu viens de manger ce midi,
c'est elle qui a préparé, voilà la personne, tu as apprécié, elle discute, vous appréciez la qualité de repas, elle dit oui, moi-même j'ai supervisé, mais elle a bien préparé. Elle fait entrer la femme qu'elle a choisie pour vous. Avec l'occidentalisation, on se retrouve avec un système hybride, où vous avez des hommes qui rentrent et disent, j'ai dit que je prends une deuxième femme, je vais prendre une deuxième femme. Il impose à sa femme. C'est le système hybride. Tout à fait. C'est un système hybride né de l'occidentalisation qui a un cheval entre l'occidentalisation et la tradition. Mais dans le contexte, l'homme est venu poser son problème. En fait, le problème qu'il avait, c'est ma femme ne parvient pas à faire des enfants, je veux une femme qui va me faire des enfants. Mais ma position, c'est je suis notable. À la chefferie, je fais ça, je fais ça. Donc sache que même comme tu entres, tu ne seras pas la première, tu ne seras pas la deuxième. Il y aura des femmes après toi. Donc, il a posé, mais on n'a pas encore enclenché le mouvement. Le mouvement s'enclenche avec l'enfant. Donc, elle n'est pas entrée, qu'elle enlève de son problème. Et je souhaite que Dominique Audrey gomme l'espace polygamie. Ce n'est pas de la polygamie. Non. Pas encore. Il n'y a même aucune bribe de polygamie, du début de polygamie. Vous avez rencontré une amie, vous l'avez logée, ou une petite, vous la logez, vous vous occupez d'elle, vous payez, parce que vous pouvez pas aller tout le temps à l'hôtel, parce que vous cherchez. Oui, là, c'est les hybrides, ça. Mais la polygamie a ses règles. Les premières règles, c'est la femme qui accepte. Et c'est la première femme qui prend la dot. C'est la première femme qui présente. Elle ne prend pas pour moi, c'est la première femme qui la présente au reste de la famille en disant « Je ne serai plus désormais seule. » Vous pouvez arriver, vous trouvez quelqu'un dans ma cuisine. Sachez que c'est elle, vous la verrez dans ma cuisine. C'est moi qui lui ai confié la cuisine. Une façon de dire que j'accepte ma co-épouse. C'est la polygamie. Donc elle n'est pas dans la polygamie. Très bien, merci. Allez, Karine Santia, 11, non seulement indexé, hein, Bon Bengan et Charles Amel Mbachou, mais vous qui êtes femme, au regard de la situation, qu'en dites-vous? Ce que je dis, c'est qu'elle est dans une relation toxique. Il y a du hasard dans tout ça. Il y a de la précocité. Tout est précoce dans cette relation. Je me suis séparée, je sors d'une relation triste. Lui aussi, il sort d'un divorce. Et puis, il vit quand même avec une femme. Et puis, polygamie. Vous voyez qu'il y a tellement d'informations parfois qui se contredisent dans l'histoire de ce matin. Et je vois que il y a deux choses. Il est parfois mieux d'être avec un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on idéalise. Et cet homme paraît être l'ange qu'elle idéalise. Et il n'est même pas le bon pour elle. Pourquoi? Parce que je peux vous assurer que le regard qu'il aura toujours pour la première, celle avec qui il est dans la maison, ne sera jamais le même qu'avec vous qui êtes sa maîtresse. Parce que vous n'êtes pas la deuxième femme. Vous n'êtes pas la deuxième femme. Quelqu'un qui vous rencontre et vous dit vraiment, ma femme ne fait pas des enfants, donc vous acceptez être une machine à faire des enfants pour vous mettre avec lui. C'est n'importe quoi. Vous vous mettez avec... La problématique n'est pas bonne. Elle a son temps de parole. Elle a son temps de parole, Charles. L'approche n'est pas bonne. Oui, effectivement. Vous prenez les mentions et puis on en reparlera. Je vous en prie. Allons-y, Karine. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et qui vous explique les problèmes dans lesquels il a vécu avant de vous rencontrer, soit il tire la couverture de son côté pour paraître sain à vos yeux, soit la personne veut que vous ayez pitié de lui. Et cet homme a réussi à avoir la pitié de cette femme et qui a pensé qu'il était l'ange. Et comme je le dis, cet homme ne voulait qu'une femme qui va lui faire des bébés. Mais puisque malheureusement pour elle, la femme qui est à l'intérieur de la maison est tombée enceinte, s'il vous plaît, tous les hommes qui ont des femmes enceintes, on ne les abandonne pas comme ça. Quand un homme réussit quand même à voir que je vais être papa, il n'abandonne pas comme ça, qu'il laisse son titre de notabilité de côté. Rien à voir avec le titre de notabilité. Parce que s'il était vraiment notable, c'est que c'est pas aujourd'hui qu'il commence à avoir les enfants. Parce que pendant l'initiation, vous avez l'autorisation même d'en faire. On peut vous demander, Karine, mais qu'est-ce que vous en savez? C'est pas une affaire que j'en sais. Si. Il y a des livres. Si, à quel moment on peut quand même vous poser la question. Il y a un processus d'initiation. Comment vous connaissez? Comment connaissez-vous quand ça commence? On ne sort pas ce terrain. On va surfer. On ne sort pas ce terrain. Oui, ne connaît pas. On se comprend, oui. Allez, vous revenez, Karine. Je me base sur les cours d'histoire
reçus concernant les pays Bamileke. Je me base sur ça. Vous allez dire ce que vous voulez. Vous allez dire ce que vous voulez. Moi, je dis ce que je sais. À ce moment, vous dites, mon professeur d'anthropologie m'avait dit que... Mais vous n'allez pas confirmer les choses que vous ne connaissez pas. Dans le processus d'initiation à la notabilité, tel qu'on vous l'a enseigné. Oui. Voilà. Pendant même le processus d'initiation, vous avez la possibilité d'avoir des femmes. Et parfois, quand ces femmes ne tombent pas enceintes, ça veut dire qu'il y a un problème. Si l'initiation commence à la 12e année d'un enfant. Permettez, non, je dis l'initiation commence à la 12e année d'un enfant. À 12 ans, l'enfant peut faire un enfant. Je vous prie, Chalamel. Non. Nous sommes d'accord. Nous sommes totalement d'accord. Elle fait comme si elle vous donne des cours de ce qu'elle ne connaît pas. Effectivement. Non, on ne peut pas l'admettre. Qu'elle apprécie l'histoire du jour sans entrer dans les dédales des choses d'initiation qu'elle ne connaît pas. D'accord. Je ne suis pas elle faut savoir justement c'est ce qu'elle a appris. C'est ce que son enseignant lui a dispensé comme cours. Vous allez... Je ne peux pas me permettre non, ça. C'est bon. Je vais continuer. Quand vous entrez en tant qu'homme mûr, vous entrez avec une seule femme. Merci. Oui. Comment on vous donne la possibilité de faire des enfants? Comme elle dit. Merci. Donc, ça veut dire que n'entrez pas dans les choses que vous... C'est pour vous dire que l'argument de notabilité ne tient pas. Si, ça tient. Le fait que cet homme notable ne justifie en rien le fait qu'il quitte sa femme pour aller chercher une autre femme avec qui il veut faire les enfants et revenir vers sa femme parce qu'elle est tombée enceinte. Je me dis, cette femme, elle-même se met le doigt dans l'œil parce qu'elle n'est dans zéro relation. Très bien. Je ne sais pas ce que va penser Dominique Audrey ce matin. Enfin, nous allons vous regarder, Dominique, parce qu'en réalité, vous aussi, après l'avoir écouté cette histoire-là, il faut au moins se laisser un mot à Ange, qui, au-delà de l'appréciation de Charles Amembattu et de Mboma Bengan ici, la femme que vous êtes, que dites-vous? Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, Ange est en train de faire les frais. Ce sont les conséquences de la précipitation dont elle a fait preuve après être sortie de ce précédent échec amoureux. Donc vous rejoignez Karine sur l'aspect de la précipitation? Oui. Elle sort à peine d'un échec et maintenant elle rencontre un homme qui, entre guillemets, parce que ça, il faut même encore vérifier cela, qu'il ait vécu lui également un échec amoureux. Lorsqu'on rencontre un homme qui vous dit je suis divorcée et je vis avec une femme, quand on est normalement constitué, comment on fait pour se mettre avec cet homme-là lorsqu'on est une femme? Parce que moi, j'ai un problème avec les femmes qui sortent avec les maris d'autres femmes. Comment est-ce qu'on fait? Comment on arrive à dormir sur ces deux oreilles en ayant ce genre de posture, d'attitude? D'abord, à ce niveau, elle a fauté. Cet homme l'a trompée. Il l'a trompée, elle a été manipulée simplement parce que moi je vois en elle une femme qui souffrait de désespoir, tellement désespérée et en manque de confiance qu'elle s'est jetée dans les bras d'un homme qui lui a fait miroiter un certain nombre de choses. Il est venu avec l'argument de la polygamie. Lorsqu'on essaie un peu de voir, de comprendre avec les yeux d'occidentalité ce que ça signifie polygamie, lorsqu'on est un homme, on est polygame, c'est de la main d'œuvre qu'on cherche avec les femmes qui, bon, si on est au village, des femmes qui vont... Est-ce que c'est pas assez grave quand même? Qui vont travailler... Vous dites que c'est de la main d'œuvre qu'on cherche dans une logique très africaine où la polygamie est reconnue. Très bien, allons-y. Allons-y, poursuivez. Non, un instant, Charles, vous permettez. Allez-y. Vous permettez que je pense quand même... Laissez-moi dire des bêtises. Et maintenant, c'est comme ça que moi, je pense non, mais pas des bêtises quand même. Non, puisque visiblement... Lorsque je dis quelque chose, ça suscite des réactions. Quand je dis que la polygamie, c'est la main-d'œuvre, on sait que quand on a plusieurs femmes, on a des champs, elles vont travailler, elles vont faire des enfants qui vont être une sorte de main-d'œuvre. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas réducteur. La polygamie, c'est de l'égoïsme. Lorsqu'on est un homme, on veut aligner plusieurs femmes, on veut être bien vu par d'autres personnes. Et cet homme aussi, voilà une autre conséquence. Il a pris la vie de cette jeune femme qu'il a, disons, dilapidée parce qu'elle se retrouve coupée de sa famille, coupée de ses amis, parce qu'il y a un homme qui l'embrigade dans une prétendue histoire de prochain mariage. Donc, je pense qu'elle devrait sortir de ça.
sortir de là. Le bon côté, c'est que jusqu'ici, elle n'a pas encore eu d'enfant avec lui. Je pense qu'elle peut encore s'en sortir de cette histoire-là et arrêter tout contact avec lui. Parce qu'un homme, vous ne pouvez pas lui faire à manger. Vous ne pouvez pas l'appeler. Vous ne pouvez pas... Vous êtes sa maîtresse. Vous n'êtes pas sa femme. Il vous utilise. Lorsqu'il aura envie d'assouvir ses besoins libidinaux, il va vous appeler. C'est simplement ce à quoi vous êtes réduit. Vous ne pourrez jamais vous voir dans un lieu public parce que vous ne valez rien, parce que personne ne vous connaît, parce que vous n'êtes personne. Et il n'est pas question que cet homme-là, il froisse l'ego de sa femme par rapport à vous. Donc, vous-même, essayez de voir, asseyez-vous et réfléchissez. Merci. Donc, les femmes, aujourd'hui, devraient faire attention aux manipulateurs parce qu'ils sont nombreux là-dehors et ils nous entourent. Non, allez, on va permettre, permettez, on va bien faire, on a très peu de temps. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est l'égoïsme des hommes. Une femme qui a un seul homme, c'est pas l'égoïsme. Bon, Bengan, je vous donne la parole en 1 minute 30. Et Charles Hamel apprendra également en 1 minute 30. Je ne vais même pas atteindre 1 minute 30. Il y a 2-3 choses. On l'a dit, il n'y a de richesse que d'hommes. La richesse, ce n'est pas des comptes bancaires. Et comme ça. Et en Afrique, il y a le problème de la qualité de la vie. Nous n'avons pas le problème du niveau de vie. À quel moment se sent-on à l'aise avec son enfant, sa femme? Et puisqu'il s'agit de notabilité ici, qu'elles contestent alors qu'elles ne savent pas, c'est que quand vous entrez dans le processus d'initiation, vous entrez avec une seule femme. Une seule. Maintenant, il s'avère qu'elle n'a pas encore d'enfant. Et vous devez avoir des enfants. La première chose à faire, Charles Hamel l'a expliqué, c'est la femme. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, ça veut dire que l'homme ne cherche pas. Moi, je ne vais pas chercher une deuxième femme. Si jamais j'en trouve, j'ai dit à ma femme que, mais bon, il y a quelqu'un là qui va m'accompagner faire pipi. Elle apprécie. À ce moment-là, je lui donne des arguments, elle donne des arguments. Mais elle sait d'office, même si le maire a dit mariage monogamique, elle sait que bon, on doit avoir au moins, s'il veut, peut même avoir 6 femmes. Où se trouve comment elle a appelé ça, l'égoïsme dedans. Où se trouve l'égoïsme dedans? Le fait d'avoir plusieurs enfants qui vont pérenniser ma famille, c'est ça l'égoïsme? Bonne question. Charles Hamel. Monsieur Michel Ngachou, je me sens offensé lorsque Dominique Audrey dit que la polygamie, c'est... je n'ai même pas retenu. Non, je n'ai même pas voulu retenir. Je n'ai pas voulu retenir. Il y a plusieurs polygames qui nous regardent. On ne va pas insulter parce que sur ce plateau, en aucun moment nous avons insulté la monogamie. Nous respectons sur ce plateau, nous ne présentons que les principes bantous. Nous venez dire que c'est la main d'œuvre, ça va frustrer beaucoup de personnes. Non. Si vous le voyez sur ce prisme, attention, vous allez ouvrir, c'est un débat que vous êtes en train d'ouvrir. La femme même qui est enceinte à la maison n'a même pas encore fini. Parce qu'on va questionner sa grossesse. Est-ce qu'elle est de l'homme? Ça, c'est l'autre pan, parce que nous, on s'est arrêté d'abord à expliquer. Mais la grossesse, même qu'elle pourra être questionnée. Tout à fait. D'accord. Et dans le processus de la notabilité, les enfants de cette femme ne compteront pas. En termes d'héritage, en termes de succession, ils ne compteront pas. Donc, attention, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Le problème de jugement d'hérédité. Sans connaître les ils bases. Ils ne compteront pas. Mais puisque l'homme va entrer en âge mûr, quand l'homme entend en âge mûr, il y a plusieurs grades, ça peut être tambour, ça peut être crépeau, ça peut être, quand vous entrez, ça va être une femme, votre femme, vous prendrez après, mais vous entrez avec votre femme. C'est lorsque vous sortez, c'est comme Bobo a dit, quand vous êtes mûr, à ce moment vous n'entrez pas avec une autre femme. Donc, il faut connaître le principe. Moi, mon père m'a initié, c'est à partir de 12 ans. Mon père me faisait passer entre ses jambes. Je ne savais pas parce qu'on jouait, il dit non, tu passes, il tend ses pieds, il dit passe, prends ceci, il jette la pièce. C'est plus tard que j'ai compris. Donc quand vous dites que quand quelqu'un entre à l'initiation, à l'immédiat que vous entrez, à l'initiation, vous devez prendre les femmes. À 12 ans, je n'avais pas de femmes. Donc c'est codifié. Ne venez pas décoder ce que vous ne comprenez pas. C'est codifié. Donc la grossesse de cette femme va être questionnée. C'est lorsqu'il y aura des points d'interrogation. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura donc cette autre phase où il va dire, tu n'es pas seul. Tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un. Doit-elle accepter cette polygamie
Enfin, Ce n'est pas la polygamie. Non, attends, cette Cette approche, femme, ce n'est non, pas la polygamie. Écoutez, cette permettez. femme, c'est elle qui envenime ces relations. Doit-elle accepter cette approche justement de la Non, polygamie? elle veut retourner avec son ex. Qu'elle rentre donc avec son ex. C'est elle qui veut envenimer la situation. Elle veut entrer dans un cercle de coutumiers. Elle n'apprend pas les autres coutumes. Elle vient là-bas avec une éducation occidentale, entrer dans un domaine que tu ne connais pas. Et elle est embarrassée. Ma fille, laisse le notable, rentre avec ton ex. Ça va être aussi simple que ça. Allez, on vous a très bien suivi, tous les quatre, vraiment Karine, on va progresser parce que c'est vrai qu'il y a tellement à dire sur ce sujet, mais on donnera aussi l'occasion aux téléspectateurs de nous laisser leurs différents points de vue en nous écrivant sur la page Facebook 10-12 le Zénith ou encore sur Equinox Télévision. Lorsque vous y allez, nous sommes en live là-bas, vous nous regardez. Merci de nous laisser vos commentaires et vos appréciations par rapport à l'histoire du jour. Maintenant, retournons-nous vers Charles Amel Mbachou pour mieux comprendre la colère qui peut l'animer ce jour. On ne lui souhaite pas d'être tout le temps en colère, mais c'est dommage. Il y a tellement de choses qu'il voit qui peuvent le mettre en colère. Et ce matin, il a encore fait des constats pour nous. La colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie de l'Institut national de la statistique dans ce pays. Qu'est-ce que c'est que la statistique? Quelle est l'importance de la statistique sur tous les plans? Éducation, santé, sport, tourisme, culture et j'en passe. Quel est le rôle de cet institut dans un pays où l'un ne détient aucun chiffre exact? Comment comprendre que lorsqu'on parle de statistiques au Cameroun, chaque acteur de la vie politique et socio-économique a sa petite idée? Ce qui donne à l'arrivée autant de sons de cloche plus ou moins discordants comme ceux de mercredi. Comment comprendre que les statistiques ne sont toujours pas disponibles au Cameroun, quelle que soit la situation? Rappelons-nous qu'après 1987, il a fallu attendre l'année 2005 pour assister à un nouveau recensement général de la population, alors que cette opération était prévue pour avoir lieu tous les 5 ans. Recensement général de la population dont les résultats ne furent publiés que 6 ans plus tard, en 2011. Rappelons-nous qu'en 2007, les différents documents qu'on transmettait, prenons le cas de la commune de Douala 2, lors des sessions des conseils municipaux, faisaient état de ce que Douala 2 comptait 700 000 habitants. Force a été de constater en 2011 que la commune de Douala 2 compte 261 000 habitants. Étrange, me direz-vous. En 2000, une étude conjointe menée par la Banque mondiale, la ville de Douala et un cabinet français, dans le cadre du projet d'infrastructure de Douala, avaient conclu que Douala, en 2000, compterait 2,5 millions d'habitants avec un taux d'accroissement démographique de 5,8%. Mais en 2011, force a été de constater que, dans les résultats du recensement de 2005, la ville de Douala n'a que 1,9 million d'habitants. Qui peut croire en cela? Institut national de la statistique, quand il nous tient. Comment comprendre que les statistiques dans ce pays posent un double problème du genre? Soit elles ne sont pas fiables, soit c'est leur obsolescence, parce que nous avons des statistiques qui ne sont pas toujours actuelles. Comment en est-on arrivé là, lorsqu'on sait que ce qu'elle engrange comme budget chaque année est colossal? Savez-vous qu'il y a des domaines dans ce pays où nous manquons véritablement de statistiques? La démographie, nous sommes combien dans ce pays? La pauvreté, le niveau d'emploi, la justice, l'éducation, la santé, l'économie, le sport, la culture et le tourisme. Savez-vous qu'il n'y a pas eu de recensement agricole dans le pays depuis maintenant 30 ans?
il faut le dire, les premiers recensements agricoles remontaient à l'ère du premier président Amadou Ahidjo. Depuis, on n'a plus fait procéder au recensement agricole, donc de ce côté, on est perdu. Savez-vous que lorsqu'elles existeraient même, elles ne seront pas fiables, ces statistiques? Savez-vous qu'une bonne partie des données dont se nourrit l'INS provient des départements ministériels? C'est chaque département ministériel qui établit ces statistiques et qui envoie à l'INS, Institut national de la statistique. Comment comprendre que dans les directions sont censées piloter, des directions qui sont censées piloter l'économie du Cameroun, ce ne sont pas des personnes qui maîtrisent les données statistiques qui occupent les postes. C'est les frères, les cousins du village. On préfère nommer des incompétents et gérer le reste avec des cabinets acquis à la cause. Pourtant, les textes organisant le fonctionnement de l'Institut national de la statistique prévoient que les cellules statistiques disponibles dans différents organismes sectoriels soient tenues par des statisticiens. Savez-vous que dans les ministères sectoriels, agriculture, justice, élevage, on pense que tous les postes doivent être occupés par les membres de la corporation. Et les statisticiens, qui sont les professionnels de la collecte des données, sont marginalisés, pratiquant de la figuration. Faites une visite en ce moment même sur le portail internet de l'INS. Vous allez constater par vous-même, frappez tout de suite sur le moteur de recherche Institut national de la statistique. Allez regarder, vous allez voir à quel moment remontent les informations pour comprendre de quoi je parle. Pour ce qui est de la production industrielle, les données les plus récentes relatives aux principaux produits remontent à 2007. Je ne vous parle pas des autres domaines. Allez consulter maintenant. Vous allez vous rendre compte qu'en termes de statistiques, on s'amuse. Était-ce donc le gouvernement qui impose des chiffres? Était-ce le même gouvernement qui s'arrange à ce que, sur le point de vue électoral, jamais on ait les véritables chiffres, qu'on soit perdu? Les statistiques, c'est le cœur d'un pays. Un pays qui n'a pas de statistiques dans tous les domaines est un pays mort. C'est un pays qui se trouve dans les abysses de Méphistophélès. Merci Charles Mbachou pour cette colère de ce jour portée sur l'Institut national de la statistique. Le Cameroun en souffre également et plus que jamais, on souhaiterait avoir nos chiffres. Je vais simplement le dire, Mboma Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey, on a 10 minutes ensemble pour vider ce sujet. Donc vous aurez chacun 3 minutes pour exprimer votre point de vue, évidemment, sur la colère du jour. Et je commence avec vous, Mboma Bengan. Comment vous l'appréciez aujourd'hui, cet Institut national de la statistique au Cameroun, dont on n'a même pas nous les chiffres? Nous qui sommes journalistes, très souvent, nous voulons parler des faits avec des chiffres en appui pour mieux faire passer nos arguments, mais c'est très difficile parce qu'on n'a même pas accès à ces chiffres-là que l'Institut national de la statistique devait mettre à notre disposition. Mais cet institut n'existe que sur du papier. Je voudrais dire qu'il n'a que de faux chiffres. Je voudrais dire ça d'une autre manière. Cet institut fait des projections sur la base du recensement général de la population qui a eu lieu, je pense, en 1975 à 77. Le reste d'abord, le dernier recensement, je pense que c'était en 2005, on a rendu les résultats en 2007. 2011. Voilà, en 2011. Moi, je n'ai pas été recensé. Donc l'État fait sciemment de retenir les vrais chiffres? L'État ne veut pas avoir les vrais chiffres parce que les vrais chiffres impliquent une bonne lisibilité du calendrier électoral. Une bonne lisibilité, quand je dis du calendrier électoral, ça veut dire la répartition des sièges au Parlement, la répartition des communes, la répartition. Donc, vous ne pouvez pas, il faudrait qu'on dise, par exemple, si une population atteint, par exemple, 10 000, je sais pas n'importe quoi, 100 000 habitants, elle a droit à une commune. Une population qui a 100 000 habitants a droit à un député. Et une population, bon, à ce moment-là, il y aura une lisibilité. Et comme on ne souhaite donc pas qu'il y ait une lisibilité pour des orientations politiques bien connues, parce qu'il faut mettre tout dans le flou, on vous commence donc à faire les projections qu'Aïdjo avait laissées. Pour vous dire que cet institut a tout le temps bien travaillé. Lorsqu'on transmet le pouvoir au président Biya,
le 6 novembre 2022, la feuille de route avec les statistiques données, le taux de croissance de la population était de 2,3%. Et dans les projections, on disait que si les conditions au niveau des hôpitaux s'amélioraient, donc les conditions de santé s'amélioraient, on allait passer à 3% en 1985 et à 3,5% en l'an 2000. Ça donnait exactement que à ce moment, on était à une population de 7,6%, de 7 millions, 7 millions 6 en 1976. Ça donnait 16 millions en l'an 2000 et 40 millions en 2025. Donc, et par rapport à ça, vous faites donc une bonne carte scolaire, une bonne carte sanitaire, une bonne carte agricole, c'est un peu comme ça la métier de la population. Et ça renvoie, je termine par là, par la distribution même des richesses. Vous savez par exemple que pourquoi le nord-ouest, le sud-ouest est le plus grand bassin de production de cacao. Faut-il faire un port en eau profonde à Libé? Comment? C'est naturel. On fait comment? Si on a une industrie de transformation du cacao, est-ce qu'on placera à Limbé, à Ekonan, à Kumba, où se trouve le grand bassin? Voilà comment on évalue. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas là parce que les chiffres sont manipulés. Les chiffres sont erronés. Sont manipulés politiquement. Très bien. Les chiffres sont manipulés politiquement, dit Mbomo Bengan, Karine Sontia. L'Institut national de la statistique, aujourd'hui, pose un sérieux problème parce qu'on ne parvient pas à voir les chiffres réels. On se pose la question de savoir à quoi cet institut nous sert véritablement. A dit que vous aussi, vous savez calculer. C'est à ça que ça sert, en tout cas pour ma part. Parce que la statistique est l'un des domaines mathématiques et économiques les plus utilisés, en tout cas, dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire tous les domaines de la vie. Même dans les médias, on compte la popularité d'un média à travers des données statistiques. C'est pourquoi en Europe et autres, il y a des compteurs qui comptent le nombre de vues d'une émission et ainsi de suite. Les statistiques permettent aussi aux politiciens de mener une bonne stratégie sur le terrain parce qu'on connaît quelle population, telle localité a et quel genre de démembrement politique y mettre. C'est pourquoi on ne fait pas la politique qui est utilisée pour avoir des militants dans telle région n'est pas la même dans l'autre région parce qu'on maîtrise les données statistiques. La statistique est utilisée même dans le domaine des reliefs et même dans la géographie, c'est-à-dire que pour étudier, par exemple, le réchauffement du sous-sol par rapport à peut-être un potentiel magma et autres, on fait des données statistiques à travers ce qui s'est passé plus tôt et ce qui va se passer plus tard. C'est ça qui permet de savoir que durant tel nombre de périodes, le sol sera peut-être surchauffé, il faudra faire ci, il faudra déplacer les populations, il faudra. La statistique permet de prévoir l'évolution d'un phénomène. Ça permet aussi d'étudier les mutations de ce même phénomène et enfin de vérifier les chutes du phénomène. Donc si par exemple dans chaque phénomène il y a les périodes stables et après il y a les périodes de crue où on parle de pic et après il y a les périodes de descente où on parle de la chute. Donc c'est ça que permet de faire la statistique. Et si vous n'avez pas les bonnes données statistiques, véritablement vous allez donner de fausses informations aux gens qui vous écoutent et qui vous suivent. En très peu de temps, où se pose le problème même au Cameroun? Votre avis, en très peu de temps, en quelques mots. Le problème se pose au niveau de la décision politique. Parce que vous savez que dans notre pays, le politique se mêle de tout. Le politique se mêle même des statistiques. Du coup, il faut maîtriser le domaine de la statistique pour maîtriser la population en elle-même. Du coup, on ne doit pas savoir quel nombre de Camerounais on est aujourd'hui. On sait seulement que nous sommes environ 25 millions. D'autres disent environ 30 millions. Donc, au final, quand vous ne savez pas tout ça, c'est normal que vous ne saviez pas qui a gagné les élections. Karine Sontia, le point de vue Karine ce matin, et nous nous tournons vers vous Dominique Audrey. Est-ce que réellement, en regardant les manquements portés aujourd'hui à la communication des chiffres, parce qu'en fait on se rend compte que l'Institut même ne communique pas suffisamment sur les chiffres et au-delà de la retention de ces chiffres voulus par la politique, est-ce qu'il y a aussi un problème de formation au Cameroun? Est-ce qu'on forme véritablement ces statisticiens au Cameroun? Monsieur Ngachou, on ne peut pas communiquer sur des chiffres qu'on n'a pas. À quand remonte la dernière fois qu'on est venu chez vous recenser le nombre de personnes que vous avez dans votre domicile, par exemple?
C'était quand? La dernière année, si vous vous en souvenez, parce que moi, ça fait très longtemps déjà. Donc, on ne peut déjà pas communiquer sur des chiffres qu'on n'a pas. Malheureusement, l'Institut de la statistique est censé produire un recensement qui mettra des chiffres réels sur le nombre de la population que compte le pays Cameroun. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas avoir exactement combien de citoyens camerounais nous avons. Moi, je vois la matérialisation de cet échec. Là, notamment avec la distribution, entre guillemets, des dons du chef de l'État. Vous avez vu comment est-ce qu'on a réparti ces 2 milliards en donnant 2 sauts ici à Bafoussam 2e, tel à tel autre endroit. Pensiez-vous que, effectivement, si on savait le nombre d'habitants qu'on avait par ville ou par région, est-ce qu'on serait en train de tâtonner comme on le fait? Non, je ne pense pas. Depuis le déclenchement de la maladie à coronavirus, aujourd'hui, on est dans l'expectative. Pourtant, d'autres pays ont une maîtrise parfaite de leur population et savent qu'à tel endroit, il faudrait qu'on déploie une certaine quantité de médicaments, de moyens, de masques et autres. Malheureusement, au Cameroun, ça a échoué. Les statistiques, il y a une corrélation entre la cartographie à ce niveau parce que ça va de pair. Lorsqu'on a des statistiques qui sont bien données, on peut effectivement mettre sur pied une cartographie réelle du pays. Mais au Cameroun, la statistique devrait permettre au gouvernement de savoir que dans tel quartier, à tel endroit précisément, on a des familles qui vivent avec moins de 500 francs par jour. À tel endroit, on a des Camerounais qui vivent dans des zones marécageuses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les statistiques pourraient aider les gouvernants à réduire considérablement la pauvreté. C'est l'un des avantages. Si on a des statistiques qui disent effectivement comment vivent les populations, eh ben, on pourra résorber la pauvreté au Cameroun. Très bien. Il y a quelques temps, je vais le dire, hein, nous regardions un reportage sur la statistique portée sur la France. Et permettez-moi de vous dire, Charles-Amène Bachou, Bengan, Karine Sontier, Dominique Audrey, qu'aucun chiffre n'est révélé en France sans être passé d'abord sur la table du chef de l'État et on ne les rend pas publics comme ça. Alors on a bien envie de comprendre, on peut ne pas les rendre publics parce qu'on sait en même temps qu'avec les chiffres, on vous tient véritablement sur les différentes approches du développement, mais on va quand même, Charles-Amène, revenir à vous après la pause, vous poser la question sincère concernant l'Institut de la statistique du Cameroun. Est-ce qu'il va falloir repenser cet institut? Est-ce qu'il va falloir regaillardir l'institut? Est-ce qu'on devrait s'en féliciter de l'avoir au niveau où l'institut se trouve aujourd'hui? En tout cas, on en reparlera avec vous. Et avec vous, madame, monsieur, juste après la pause, laissez-nous vos commentaires, on vous lira. Bon retour, madame, messieurs, sur les antennes Equinox Télévision 10-12, le Zénith, ça se poursuit. Et véritablement, ça débat énormément autour de cette question, ou encore autour de l'histoire qui a été présentée ce matin par Dominique Audrey. Plus que jamais, Ange veut savoir quelle est sa position. Nous, on attend également les vôtres. Laissez-nous vos commentaires, donnez des conseils à cette fille. Devrait-elle continuer à faire confiance avec cet homme en vivant avec lui? Devrait-elle oser une vie polygamique si jamais l'homme venait à la sacrer comme étant deuxième femme et que la première femme puisse la valider? Quelle appréciation vous en faites? Et Bonbon Bengam, KNJ, y compris Charles-Amène, aime parler aujourd'hui d'un logiciel occidentalisé, virusé. Y êtes-vous? Que pensez-vous? On en reparlera. Je vous attends, nous vous attendons pour mieux vous comprendre. Et à l'instant, avant la pause, nous parlions de l'Institut national de la statistique et la question était évidente. Doit-on la redresser? Si oui, comment? Doit-on la regailladir? Si oui, comment? Doit-on faire avec et continuer à en souffrir sans avoir les réels chiffres dans tous les domaines, que ce soit au Cameroun, quel que soit le domaine? À quoi nous sert véritablement l'Institut national de la statistique, bien logé dans un bâtiment, vous me permettez, Charles-Amène, à Yaoundé, dans un bâtiment qui abrite en même temps, dans un bâtiment, je pense bien, des locaux de la Croix-Rouge camerounaise, là Yaoundé.
Voilà, donc il faut bien sûr faire ce constat, on va le dire. Allez, Charles Hamel, qu'est-ce qu'on fait de cet institut aujourd'hui? On la garde? On ne peut pas vivre sans statistiques, monsieur Michel Ngachou. Il faudrait qu'on laisse l'Institut national de la statistique travailler, qu'on recycle les statisticiens, qu'on arrête, que les départements ministériels arrêtent de concevoir les chiffres. Mais qui les recycle? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'établissement? C'est pour ça que je dis qu'il faut les recycler. On les forme pas. Non, on doit les envoyer se recycler en Europe. En Côte d'Ivoire. Ouais, on va les envoyer ici en Afrique, on va les envoyer se recycler, qu'ils se recyclent. Je vais vous poser une question assez essentielle. Allez parcourir la dernière édition de l'annuaire statistique du Cameroun. Moi, je l'ai parcouru, notamment celle de 2014. Vous allez vous rendre compte que l'une des productions phares, celle de 2014, contenait les données qui remontaient à 2007, 2008 et 2013. C'est pas normal pour un pays comme le Cameroun. Le problème, c'est le manque, c'est pas le manque d'une école réelle au Cameroun à même de former les statisticiens. Nous avons des statisticiens. La diaspora en elle-même est bourrée de statisticiens, des compétents. Faites rentrer la diaspora. Même ici, dans tous les domaines, l'économie, il y a des gars. On a des statisticiens. Il y a une obsolescence qu'il y a en termes de données. À titre d'exemple, moi je vais vous poser une question. À quand on remonte les données statistiques sur les principales cultures d'exportation au Cameroun, en l'occurrence le cacao et le café, avant la crise anglophone et après la crise anglophone, on se situe à quel niveau? Quel est le cas des chiffres en termes de production? Mais il n'y a rien, on est en train de s'amuser. On est en train de s'amuser. Est-ce que vous savez, monsieur Michel Ngachou, je vais vous dire que si l'on vous donne des tableaux statistiques et vous êtes incapable de les lire, les interpréter, les comprendre et de donner un contenu économique, ça restera un simple outil. Et les statistiques au Cameroun sont un simple outil. On se sert, on s'amuse. Vous avez les statistiques, je vais prendre un autre domaine assez vague. Combien de véhicules roulent à Douala sans assurance? Vous ne pouvez pas avoir, mais statistiquement, on devrait avoir pour évaluer le risque. Pour évaluer le risque. Et même, pour calculer le risque. Et même, quel est l'impact des coupures du courant sur l'économie camerounaise? On devrait poser en termes de statistiques. Pour la région du littoral, ça représente tant. Pour le centre, ça représente... On ne vit qu'avec les statistiques, je vous assure. Voilà, vous voyez, aux États-Unis, c'est l'université Johns Hopkins qui donne les statistiques jour, heure par heure. C'est à ce moment, quand vous vous avez rendu compte que Donald Trump, il regarde le nombre de morts qu'il a chez lui. Il voit la Chine, il dit, la Chine a menti. On ne peut pas voir les gens ici chez nous. Et la Chine, qui est nombreux, ils ont moins de morts que nous. Non, il y a faux. Et vous voyez des enquêtes. Si sur la base des statistiques, nous sommes à combien de morts? 2800. De morts. On est à un peu plus de 150 déjà. Ah, de morts, hein? Oui. Ça, c'est donné par qui? C'est environ. C'est donné par qui? Chiffre officiel. Donné par qui? Le ministère de la Santé. Ok. Donc vous attendiez à voir les chiffres de l'Institut national de la statistique? C'est la statistique qui travaille. C'est pourquoi? C'est la statistique qui travaille. Dans chaque région, on devait avoir des unités pour l'évaluation dans tous les points focaux. On devait avoir des statistiques. Nous avons un responsable de la statistique qui est là, qui comptabilise nombre de morts par jour. Il fait un ratio sur une semaine. Si depuis 2 jours, on est en train de perdre 3, 4, 5, 6 personnes, si on calcule sur 6, en une semaine, on peut avoir ceci. Le ministre de la Santé s'est basé sur quoi? Pour dire qu'après, on risquera d'atteindre les 3800 morts. Il s'est basé sur quoi? Le ministre a bien évidemment essayé de faire à son niveau une sorte d'évaluation statistique dans le domaine de la santé. Cet institut ne sert donc à rien. Pour le moment, elle ne nous sert à rien. Elle ne nous a jamais servi. Monsieur Michel Ngachou, vous ne savez pas combien vous êtes, combien vous soignez, combien vous éduquez. Vous n'avez aucune projection. C'est pour ça qu'on est dans le chômage. Nous sommes combien de jeunes? Le Cameroun compte combien de jeunes? Le Cameroun compte combien de jeunes formés ayant des diplômes, mais au chômage? Avant de prendre les messages, permettez. Nous avons combien de Bensikina? Oui, allons, descendons. Nous avons combien de Bensikina? Bonne question. Allez, je vous relance vraiment en quelques minutes. Dites-nous, le problème n'est-il pas toujours porté sur l'entrepreneur en chef? D'ailleurs, qu'on a aperçu hier. Oui, tout à fait. C'est un problème politique. Quand on veut cacher les chiffres, c'est un problème politique. Il n'y a pas 36 000 religions. On s'en tient à l'État du Cameroun. Pourquoi nous cache-t-on les chiffres? Depuis qu'on a privatisé la SNEC,
on a parlé d'affermage, je ne sais pas sur le plan économique ce que ça veut dire. Depuis qu'on a privatisé la SNEC, il n'y a plus l'eau, on coupe l'eau n'importe comment. Quelles sont les statistiques, la montée des maladies hydriques? Les maladies hydriques, voilà comment on peut compter. On coupe le courant électrique tous les jours. Quel est l'impact sur l'économie? Voilà les données statistiques que nous devons avoir. La crise anglophone dure depuis octobre 2016. Quel a été le mouvement des populations dans du nord-ouest vers ici et du nord-ouest sud-ouest vers l'extérieur? Quelle est la population camerounaise à ce niveau-là? Je parle de la population étudiantine, de la maternelle au cours moyen deuxième année qui ne vont plus à l'école, cette population. De ceux qui vont de la 6e en terminale 3e, quelle est cette population? Comment c'est on doit avoir cette statistique-là. Comment a été l'accueil dans les villes Douala, Yaoundé, Bafou, Samtian notamment? On doit avoir ces choses-là. À vous entendre parler, permettez, quand vous parlez, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de faire vraiment pour pouvoir revenir à une logique? Donner sa signification réelle à cet institut et lui donner les moyens de se déployer. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Alors, c'est dire, depuis son existence, ça ne nous sert à rien. C'est ce qu'on a compris. Non, ça a servi. Puisque les chiffres qu'on a aujourd'hui sont erronés, sont dépassés, finalement, à quoi nous sert Monsieur Michel Ngachou, en termes de consommation, est-ce qu'on peut poser statistiquement la consommation de base des Camerounais à partir d'aujourd'hui? Électrique? Non, consommation alimentaire. Oui, c'est-à-dire sur les plats, comme on dit simplement, midi. Rappelez seulement, en décembre dernier, les médecins qui sont dans comment ils appellent ça, la semaine du cœur, ils ont dit que le taux de prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle a augmenté. Parce que nous consommons n'importe comment, du moins par rapport à l'occidentalisation de nos habitudes alimentaires. Mais là, c'est des chiffres qui détiennent à leur niveau. Non, c'est au vu des consultations. Mais ce n'est pas tous les médecins, c'est les cardiologues, je pense, et les neurologues qui se sont réunis. Mais ça se limite à un petit niveau. L'Institut des statistiques devait donc avoir du cas général. Pourquoi l'hypertension artérielle? Maintenant, on analyse les contenus gastriques. À l'Est, par exemple, le taux d'hypertension en 2017, c'était combien? On est en 2020, ça a monté. Non, le taux d'augmentation se situe, la croissance se situe entre la ville de Douala et la ville de Yaoundé. Ça suppose qu'on mange mal. On se rend compte que l'importation, on se rend compte que l'importation du sel est passée de temps à temps au niveau statistiquement. Donc forcément, le sel, il faudrait qu'on réduise en termes d'importation. C'est des exemples. Maintenant, quand je vous entends parler, je me mets à la place du téléspectateur qui nous regarde ce matin et je pose peut-être la question à Karine entièrement pour en sortir. Est-ce que vous aimez le Cameroun? On adore le Cameroun. Voilà. On n'aime pas seulement. Mais sauf qu'on ne connaît pas le nombre d'élèves qui arrêtent l'école chaque année au Cameroun. Voilà. Décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, oui, justement. Merci. On ne connaît pas. Tout ce que nous on connaît au Cameroun, c'est avec les environs. Donc c'est environ, mais jusque-là, même les environs par rapport au décrochage scolaire, on ne connaît pas. Non. Vous avez le taux de réussite des examens? Du tout pas. Dans les universités, on ne connaît pas le pourcentage d'étudiants qui commencent les études au niveau 1 et ne terminent pas le niveau 1, qui arrivent au niveau 2 et n'arrivent jamais au niveau licence. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Donc c'est parce qu'on ne veut rien comprendre. On est dans un pays où on tâtonne surtout. Dans un pays où on veut limiter le taux de non-scolarisation, c'est pourquoi on fait les statistiques par rapport à l'éducation, pour encourager les élèves à regagner les salles de classe, pour que les 10% par exemple qui ont laissé l'école cette année soient parmi les 20% qui vont augmenter l'année prochaine. C'est de ça qu'il est question. On fait des statistiques parce qu'on veut améliorer les conditions de vie des citoyens. On ne fait pas des statistiques parce qu'on veut juste avoir des chiffres. On ne fait pas les statistiques parce qu'il faut avoir un tableau sur lequel on a mentionné des chiffres. Les statistiques permettent d'améliorer. C'est pour ça qu'on fait le recensement, on fait les sondages, on étudie la taille de la population. C'est le moins de choses que maintenant, quand vous arrivez dans notre pays, le Cameroun, on vous dit même par rapport au Covid-19, monsieur Machou. Quand on allait dans les ménages pour faire les sensibilisations et faire les tests de dépistage là, vous vous rendez compte que dans un immeuble où il y a au moins 4 niveaux, on finit avec le rez-de-chaussée et on part. Non, on finit en demandant qu'en haut, il y a combien de personnes.
On dit 4 ou 5, on dit d'accord, D'accord, et on part. Et ceci, même l'inventaire du patrimoine national, c'est comme ça. Les gens inventoraient les poteaux, les gens inventoraient... La blessure est là depuis combien de temps? Je pense en même temps, Chalamel, en vous écoutant ici, il y a quelque temps, il y a eu ces conseillers français qui ont donné les vrais chiffres de décès liés au Covid-19 au Cameroun, alors que nous étions encore portés à 86. On était à 86. Et ils étaient à 150. Non, 350. Non, on était à 86. C'est-à-dire que plus on questionne quel est le rôle vraiment de l'Institut national de la statistique au Cameroun. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que chez Equinox Télévision, vous parlez seulement, enfin, vous parlez pour nuire, et pourtant nous posons les problèmes réels et nous interpellons son directeur, nous interpellons, c'est pas ça, quel ministère, c'est quel ministère? La recherche scientifique des finances. Alors, Monsieur Michel. J'ai failli dire recherche scientifique et innovation. Monsieur Michel. Permettez, Oui. est-ce que aujourd'hui le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, ne peut pas se lever tout de suite et dire j'ai besoin d'avoir un réel institut. Non, il est sous le ministère du plan, de la planification, de l'économie. Voilà. Ah non, c'est pas le ministère des Finances. Non, il faut avoir son ignorance à un moment donné. Donc, c'est le ministère du plan, de l'économie, du plan, de la planification et du développement du territoire. C'est long et bon. C'est compliqué. Oui, il faut le faire. Dans un pays, vous avez entendu, et là, ça m'avait offusqué à l'époque, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, qui s'appelait Jean-Baptiste Bokam, il vous lance un projet, il dit prévention routière. Et à la fin d'une année, il vous dit nous avons récolté 2,5 milliards. Mais je lui ai dit, monsieur le ministre, on ne vous a pas envoyé dans la rue pour recruter l'argent. On vous a envoyé dans la rue pour limiter les accidents de circulation. Donnez-nous les statistiques des accidents de circulation. Et voyez à quel moment, est-ce que parce que les chauffeurs ont des problèmes de vue, est-ce que parce que les contrôles techniques des véhicules ne vont pas, parce qu'il n'y a pas de route, parce que voilà, vous ressortez, voilà comment on protège. Tout porte à croire que si on a de vrais chiffres, le Cameroun peut bouger. Le Cameroun va bouger. On peut pas soulever, voilà les statistiques en termes d'accidents. 2020, on a eu les statistiques des accidents routiers sur les voies routières. Ce qu'on a eu. Quelles sont les améliorations qu'on a fait par rapport à 2017, par rapport à 2016? Tout ça, c'est des projections. Et les projections, comme le disait tout à l'heure Karine Sontia, vont sur la base des statistiques. Lorsque je me rends compte qu'on a un risque de kwashiorkor parce que les Camerounais mangent trop de riz. Et au Conseil social, économique et tout ça, tous ceux qui sont là, c'est les importateurs de riz. Est-ce que c'est parce que vous êtes assis là-bas qu'on va bouffer du riz sur toutes ses formes, couscous de riz, sauce d'arachide, riz, corbeau, riz? Mais c'est ça ce que les Camerounais mangent. Cet institut avait bien travaillé pour les années 80, quand on avait constaté que nos compatriotes de la région de l'Est, on appelait la province d'époque, avaient le gout. Le gout, voilà. On a dit, non, le sel n'est pas assez iodé. Oui, merci, donc il faudrait donc que le sel que Nézé n'a pas assez d'iode, et c'est les statistiques, on a commencé à réduire, et ça a réduit la prévalence du gout. Oh je dis, écoutons-nous, parlons comme des Camerounais, et c'est choquant de savoir qu'on n'ait pas de réels chiffres au Cameroun. Ces chiffres-là, on en a besoin pour bien évoluer. Allez, vraiment, merci à vous, madame, messieurs. On va permettre, hein, on a grignoté quelques minutes dans la lecture de vos messages. On va les lire et après, Karine ira avec nous sur la toile pour la revue des réseaux sociaux. Karine. Alors, mon père, c'est Moumbe Sangbong. Je pense que je prononce bien. L'initiation d'un notable à partir du Lakam se fait avec plus d'une femme, puisqu'en pays bamileke, les premiers enfants vont être issus du Lakam. Donc, c'est par défaut qu'on initie avec une seule femme. Par rapport à Dominique Audrey, c'est pas la main d'œuvre. Ça entre dans les valeurs de notre Afrique. C'est que cette femme soit patiente. Jusqu'à présent, elle n'est pas l'épouse du monsieur en question. Alex Siga. Un autre message, cette fois-ci, toujours avec l'histoire du jour. Il est venu vers elle parce qu'étant dans le besoin, dans le désespoir, a pensé aller ailleurs, essayer d'avoir ce qu'il n'avait pas, mais maintenant que sa femme est enceinte, son problème est résolu et il n'a plus besoin de toi, donc cherche ton chemin. Ce n'est pas pour autant dire que tu dois forcément retourner avec ton ex, pense-y.
Pensez-y si tu seras heureuse avec lui. Un autre message concerning the case of the woman who says that man friends doesn't want to go on public with her. I can say the man notable read through her and saw she was too desperate to have a man she could call her own. Then through it he used this poor lady he doesn't love or have any projects with her. That's what happened when desperate person. When you are with a desperate person, please don't blame her. Florence Accro. Il faut dire qu'il y a des métiers qui ne prédisposent pas l'homme à se balader avec sa femme. C'est important. Il faut que les femmes... Non, je ne vais pas citer ces métiers, mais je dis il y a des métiers où il n'est pas permis à un homme d'afficher sa femme, même son enfant. Je dis même son enfant. Parce que des femmes aujourd'hui prennent ce prétexte, oh il ne me sort pas, oh on ne se balade pas, oh on est ceci, il a honte de moi. Non, il y a des métiers où sortir avec sa femme, c'est exposer votre famille. Madame, c'est à la maison, vous restez à la maison, vous gardez. Pardon? Qui vont se cacher derrière ça. Est-ce que c'est un fait connu? C'est un fait connu. Ce que je dis, c'est qu'à côté de ce que vous dites, beaucoup vont s'accrocher dessus. Non, il y a des métiers, il y a des métiers où vous ne pouvez pas vous afficher avec votre femme. Merci, vous la gardez. On poursuit l'étude. Les seuls bons chiffres qui ressortent le plus souvent, c'est quand on veut augmenter les frais sur les objets ou encore les matières premières nécessaires à l'avancement des hommes. Cet institut est inexistante depuis 2005, dont le Cameroun est très malade. Un autre message, en réalité, même la venue des réfugiés ou encore de non-camerounais, on doit avoir les statistiques car ces affluences créent beaucoup d'insécurité dans notre pays. El Hadj Midre qui nous a écrit, alors on ne saurait passer d'un institut comme celle de la statistique, se passer d'un institut comme celui de la statistique. Il nous permet de concevoir nos politiques de développement. Nos statisticiens sont très compétents, mais le problème, me semble-t-il, c'est qu'on n'exploite pas à bon escient les résultats de leurs études statistiques pour les raisons politiques. Est-ce qu'ils communiquent également là-dessus? Parce que nous pensons même que lorsqu'il y a une étude qui est faite autour d'un fait ou d'un sujet bien précis et que l'Institut prenne sur lui-même de se lever, dire nous communiquons, nous rendons public à travers des outils de communication, la télévision, la radio, à travers des conférences de presse, ça peut quand même stimuler. Mais Monsieur Michel Ngachou, à travailler. Monsieur Michel Ngachou, avant toute augmentation de prix, que ce soit de carburant ou quoi, il y a des cabinets qui travaillent, il y a des cabinets dans cet institut qui font des descentes sur le terrain. Bonjour monsieur, vous avez quel âge, vous faites quoi dans la vie et tout. Si il arrivait qu'on procédait à une augmentation de carburant, comment voyez-vous ça? On sonde la population, on rentre, on traite, on analyse, on décrypte, on donne statistiquement tel pourcent de Camerounais pensent ceci, tel pourcent de Camerounais sont ceci, tel. Et sur la base de cela, une augmentation au vu des traitements ou du raffinage camerounais. On analyse tout ça. Avant de rendre... J'ai envie de demander qui va sauver le Cameroun. Non. Ce travail est fait. Il n'y a pas... Qui va sauver le Cameroun? C'est pas qui va sauver le Cameroun parce qu'il n'y aura pas une... c'est quoi la conférence des anges et des saints dans le ciel. Mohamed et Jésus ne vont pas se réunir pour pouvoir... Allons-y Karine, allez. La revue des réseaux sociaux, bien. D'accord, directement avec... Rapidement, parce que il va falloir justement que l'on gagne en temps. Dominique Audrey également va se prononcer sur le premier sujet d'abord et les autres vont le faire par la suite. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle ce matin de la fermeture de la clinique Marie-O à Douala. Hier, c'est la note du ministre de la Santé qui demandait au préfet du département du Vouri de fermer cette clinique. Et les autorités administratives sont descendues sur le terrain pour procéder à la fermeture. Mais bon, on a renvoyé à aujourd'hui midi. Allez, Dominique Audrey, vous avez suivi l'actualité, et hier également, dans le cadre du 20h sur les antennes d'Equinox Télévision. On en parlait encore. Mais depuis ce matin, Douala bouge énormément, et même la toile, sur ce sujet. Oui, ça bouge. Mais maintenant, si beaucoup de personnes sur la toile, notamment, pensent que ces médecins qui veulent aujourd'hui manifester par rapport à la fermeture de cet institut hospitalier auraient dû se manifester avant, parce que je pense que
comme toutes ces personnes-là, il y a d'autres sujets sur lesquels on voudrait voir ce corps médical se mobiliser. Oui. Si le ministre a entrepris la fermeture de cet institut, ça veut dire qu'il y a eu des raisons valables. Moi, l'une des raisons qui aurait pu faire que je sois partante, c'est qu'on ait continué là-bas à procéder par des scanners sur des malades, et on a vu ce qui s'est passé ensuite avec ce malade-là. Donc maintenant la fermeture, est-ce qu'on peut se permettre de fermer réellement un institut hospitalier alors qu'on a encore des malades qui continuent de faire les arrivées? Je ne sais pas. Peut-être on pourrait attendre d'abord de diminuer le nombre de cas et de procéder par des sanctions plus tard. Et si on sanctionne cet institut, il faudrait qu'on sanctionne tous les autres instituts qui seront en marge des normes également, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Donc pour moi, les médecins, s'ils doivent faire des manifestations, qu'ils manifestent pour qu'on leur donne des équipements pour soigner et des équipements pour se protéger eux-mêmes. Mais la raison que le ministre a donnée ce matin, enfin dans son tweet, c'est que cette clinique a subi un traitement à hauteur de 6 millions de francs CFA. Oui, la facture défile depuis sur la toile. Il n'y a pas que 6 millions. Non, là, selon le tweet, c'est 6 millions. Mais il y a eu une facture d'un Libanais qui est portée à 14 millions de francs CFA. Rendez-vous donc compte que si c'est avéré, c'est extrêmement grave, monsieur Ngachou. Et on ne peut pas passer là-dessus. Parce que si ce Libanais-là a vécu ça et il a pu se plaindre, combien de Camerounais qui n'ont pas la voix pour se plaindre ont subi également ce genre de facture? Allez, Mbombo Mbengan, je vous lance le sujet. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le ministre a outrepassé, on va dire, son autorité, parce qu'il faudrait quand même, avant la fermeture, qu'il y ait, je cherche le mot, peut-être un processus pour pouvoir mettre sous scellé la clinique. Est-ce que le ministre n'est pas allé un peu trop vite en besogne quand on sait que dans cette clinique, il y avait entre autres des malades qui s'y trouvaient, il y en avait qui étaient sous oxygène, on connaît la gravité. Il y en avait plein. Pardon? Il y avait plein, je confirme. Oui, voilà. Il y avait plein de personnes qui étaient hospitalisées. Et quand l'on vient de fermer, est-ce qu'à un moment donné, le ministre n'est pas allé un peu trop vite? Oui, trop vite, oui. Mais d'abord, il faut comprendre 2-3 petites choses. Même lorsqu'il y a grève de personnel hospitalier, il y a les services de maternité et des urgences qui fonctionnent toujours. Donc ici, je ne sais pas, je ne connais pas la note que le ministre a envoyée au préfet. Il a fait une communication, mais il y a des détails dans la note interne. Il me semble qu'on ne peut pas enlever les malades qui sont hospitalisés, sont sur les liens, les disant on a fermé, sortez. Je pense que non, on ne ferme pas un établissement hospitalier comme on ferme une boutique, comme on ferme une école. Même lorsqu'on ferme une école, on laisse que l'administration fonctionne, mais on dit aux élèves, ne venez pas d'abord, c'est ça, il faut qu'on. Deuxième chose, sur la procédure, je suis d'accord avec vous. Parce que le ministre a dit cet établissement n'a pas pu s'expliquer sur 6 millions de francs. 6 millions de francs, parce que le ministre s'était indigné du fait que le traitement à coronavirus coûtait cher dans des hôpitaux, surtout là-bas, dans cet hôpital-là, et avait interdit. Pourquoi? Bon, comme cette technique était qu'on n'avait pas rendu public la mesure, nous sommes obligés de procéder par des supputations. Comme faisait Audrey tout à l'heure, je vais dans ce sens-là. Donc, on ne peut commencer à imaginer que, mais pourquoi, même s'il n'a pas répondu à la lettre, ne serait-il pas possible d'envoyer une deuxième lettre? Parce que prendre des mesures administratives pour des établissements comme celle-là voudrait dire qu'en fait, l'État a failli quelque part. Parce que lorsqu'on confie au public la santé des populations, c'est une délégation de pouvoir. Dire que l'État aurait dû au moins d'abord auditer, voir la réalité donc je veux dire que cette clinique avant de la mettre sous scellé. Lorsqu'on autorise une clinique, ça veut dire que le ministère de la Santé publique a regardé le fonctionnement, il a un schéma, quel est le plateau technique qui me permet de dire qu'ils vont procéder à des chirurgies. Est-ce qu'ils ont un plateau technique qui me permet de dire qu'ils vont faire ci, ça. Donc, à ce moment, lorsque vous décidez donc de fermer, vous revenez dire aux promoteurs que relativement aux engagements que vous avez pris par rapport à ça, je vous demande de rectifier. Très bien. Rectifier. Si si c'est pas fait dans le truc, j'ai fait parce que là, il s'agit de la santé. Ouais. Une décision administrative qui arrive comme ça.
moi qui suis interné là-dedans, donc vous allez, les malades vont commencer à imaginer des choses terribles. Alors qu'on parle de santé, on va nous chasser, alors qu'on parle de santé publique. Donc, merci Mbombo, merci. Cher Lamel, vraiment, on a pas mal de sujets en même temps. Est-ce qu'on doit se poser la question de savoir où était passé, bien sûr, le syndicat, l'Ordre national des médecins du Cameroun, je pense que c'est ça, l'Ordre national des médecins du Cameroun, au moment où on voulait bien sûr distribuer les cache-nez et masques alcooliques, qu'ils ne soient pas venus revendiquer qu'on le leur donne dans leur formation sanitaire, qui en avait besoin et qui tendent encore les mains. Monsieur Michel Ngachou, vous savez, le ministre est en train de jouer un jeu et je le comprends bien. Ici à Akwa, je dis le poteau d'Akwa, vous allez vous rendre compte qu'il y a 8 formations sanitaires pour le traitement du paludisme simple. Les prix ne sont pas les mêmes. Vous avez des formations où vous sortez de là après avoir saigné 250 000. Il y a des formations où vous sortez après avoir payé 150 000. Maintenant, ça se passe le mot que ton enfant est malade, gars texto, va chez tel médecin, il est moins cher par rapport aux autres. Voilà comment ça fonctionne. Il y a beaucoup parler du plateau technique. Il y a des gens, je connais une formation, vous entrez seulement dans l'appareil, ça scanne tout jusqu'à vos orteils. Ça vous scanne, ça ressort le scanner. Ce monsieur s'est battu, peut-être il a acheté ça à 500 millions, 700 millions. Vous n'allez pas venir lui demander de faire son scanner. C'est un institut privé. Je sais qu'on a homologué au niveau des consultations. Privé, le jour, temps, la nuit, temps. Je sais que c'est à ce niveau. Si on a encore homologué au niveau des examens, alors là, je vais me poser des questions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faudrait préciser, c'est que le ministre lui-même devait, lorsque vous adressez un premier courrier, il n'y a pas de réponse. Je crois que les lettres administratives, même les convocations à la gendarmerie, on vous fait une première convocation, une deuxième convocation, une troisième, c'est lorsque vous ne déférez pas qu'on prend des mesures. Alors, à la première, on n'a pas réagi. Il fallait qu'il justifie les 6 millions, qu'il justifie les 14 millions. Mais pourquoi l'État n'est pas allé faire un audit? Oui, c'est donc la question. Maintenant, le problème même, c'est même pas à ce niveau. C'est que ce matin déjà, il y a des personnes qui appelaient pour dire, avec la décision, au vu de la décision du ministre, tous les gens qui arrivent dans certaines formations, on leur dit il n'y a pas de place, allez à l'hôpital à Kentini. Il n'y a pas de place, allez, on ne veut pas qu'on vienne nous fermer ici, vous êtes en train de vous plaindre. Ça va créer, oui, non, c'est maintenant en train de créer une psychose, parce que les gens vont se retrouver à ceci que nous on préfère soigner le palu et soigner ceci. Vous les maladies là, allez à l'hôpital, nous on ne veut pas avoir de problème. Donc, ça va créer, non, ça va créer une psychose parce que les gens se disent attention, on dit si on n'a pas ça, on est en train de demander les masques, on est en train de demander les gels, on est en train de demander, ça traverse. Donc, vous voyez là où on se retrouve. Donc, il y a on est en train d'embrouiller, il veut donner l'impression qu'il plaît, il veut plaire, on va dire, à ceux qui se sont plaints. On a eu le même cas à l'hôpital Sébec de Bonaparte, où on a littéralement défoncé le visage du médecin-chef. Il a fait des communications sur la toile, mais rien n'a été fait. Il a même saisi la délégation régionale pour dire j'étais mutilé. Rien n'a été fait. Le ministre a fait juste un tweet pour dire s'en prendre à un personnel médical, ce n'est pas bien. Pourquoi cela? Autant de points d'interrogation. Merci beaucoup. Allez, deuxième sujet rapidement, Karine. Oui, on s'intéresse cette fois-ci au président de la République qui a rencontré hier, lors d'une autre sortie, le monsieur François Lunseni Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Cameroun. Le chef de l'État qu'on a revu hier, enfin, alors que la toile recommençait à nouveau à gronder, où est Paul Biya, et même nous-mêmes sur le plateau du Zénith, en lisant vos nombreux commentaires, vous nous demandez pourquoi ne parlez-vous pas de Paul Biya, où est-il? Nous on veut le voir. Eh bien écoutez, nous vous l'avions très bien dit, nous n'avons pas la réponse à cela. Et ce que la toile nous propose aujourd'hui, vous pouvez tout de suite conclure, et vous l'avez très bien compris. Et on ne va vraiment pas s'étaler sur ce sujet parce que l'essentiel a été dit. Il fallait simplement vous montrer ce qui se passe sur Internet, ce qui fait justement le buzz sur la toile, et vous-même vous l'avez constaté. Karine Sontia. Alors, le Burundi chasse de son territoire. C'est un responsable de l'OMS. Et depuis lors, ça fait le tour de la toile. Ils sont au nombre de 6. Quels sont les motifs? On se pose bien des questions. Allez, Dominique Audrey, encore. Parce qu'il faudrait quand même que vous vous prononciez là-dessus. Le Burundi met hors de son pays des personnes qui sont
qualifiés aujourd'hui de personnes non grata, travaillant pour l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai qu'il y a une élection présidentielle qui est en gestation du côté du Burundi. Il y a également la crise sanitaire liée au Covid-19 qui sévit là-bas. Il y a eu des réprimandes, on va dire, des propos qui ont été portés à l'endroit de Bujumbura par rapport à la riposte liée au Covid-19 dans ce pays. Mais mettre dehors l'OMS, on va dire, voilà un pays qui a osé ou pas? Puisqu'ils ont fait, ils ont osé, M. Ngachou. C'est ça la liberté. En fait, c'est même ça la matérialisation de l'expression, la liberté s'arrache. Ils ont mis l'OMS dehors, mais maintenant, en le faisant, ils doivent s'attendre à tout, à beaucoup de choses. J'espère simplement que le Burundi a des médecins qui pourront fabriquer des médicaments, qui pourront faire un certain nombre de choses, parce que là, ils ont décidé de se mettre carrément en face. C'est une sorte de face-à-face maintenant que Bujumbura, ou bien je crois que c'est Nkurunziza, le président, va subir maintenant. Donc, c'est un pasteur. Un pasteur? C'est un pasteur, oui. Nkurunziza. Il va donc falloir que le pays s'arme de beaucoup de courage. Il va falloir qu'il soit téméraire, comme Père Mbok dit souvent, pour pouvoir pallier à ce qui viendra par la suite. Parce que, rassurez-vous, l'OMS ne restera pas silencieux face à ça. Mais c'est aussi ça, être un président. C'est un peu comme le président malgache qui a décidé de fabriquer son produit chez lui. Donc c'est une façon polie de dire l'OMS, on ne te veut pas ici. Et Bujumbura, ils sont plutôt directs. Bon, aime à nous faire savoir ici sur le plateau. D'ailleurs, cet extrait, je crois bien c'est du journal Le Monde, je vais me tromper, vous allez me rectifier, Mbok. D'ailleurs, d'une publication qui a été faite dans ce journal où l'auteur disait que lorsque l'Afrique se lèvera, nous l'enverrons sur le coucher. La France l'enverra se coucher. D'accord. Alors, vous comprenez mieux justement cette assertion et en faisant un rapprochement avec ce qui se passe à Bujumbura aujourd'hui. L'OMS, personne non grata pour ceux qui y travaillent, mais surtout organisation qui ne serait plus crédible là-bas. Quelle appréciation vous en faites, Bobo? En principe, puisque c'est un État qui a pris cette résolution, l'OMS, comme système des Nations Unies, a deux orientations principales. La première, c'est que je m'occupe de la santé des populations mondiales. Je vais régler ces différents diplomatiques que j'ai avec le Burundi. Ils s'engagent, ils envoient un émissaire pour dire au président burundais, non, je sais qu'il y a eu des démêlés entre nous ici, on peut améliorer, on en va. En principe, c'est ça le principe de départ. L'autre principe peut être donc le principe guerrière, et c'est là où moi j'attends. Regardez très bien, lorsqu'il y avait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, vers la fin de l'année 2010, la première mesure que l'Union européenne avait prise contre la Côte d'Ivoire, c'est la suspension des médicaments. Vous voyez, les gars qui ont besoin de médicaments, peut-être ils ne sont même pas partis pour, peut-être n'ont même pas voté. Comment vous allez terroriser les populations? C'est donc ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le système des Nations Unies, comme disait Jean Ziegler, c'est un système de prédation. Ce sont les prédateurs. Donc, à ce moment, l'OMS va donc se comporter comme si, on va défier le truc, on va voir ça. Et tout le système des Nations Unies risque de se liguer contre Nkurunziza et appeler même Bensouda pour lui dire que ce type-là, regardez même son dossier, est-ce qu'on ne peut pas l'amener à la CPI? C'est pour cette raison qu'il faudrait donc qu'il y ait, comment je vais dire ça, une ceinture de sécurité et autour de Burundi et autour de Madagascar. C'est pour cette raison également que je parlais tout à l'heure de cette intervention que va faire cet après-midi le professeur Lehmann, enseignant à l'université de Douala, qui a dit qu'il faudrait que lui va s'interroger sur j'allais dire la complicité, non, j'allais dire la mort programmée des Africains par l'Union européenne et par la France pour n'avoir pas retiré la quinine qui ne pouvait plus traiter du paludisme. Donc il faut créer comme ça, comme lui, scientifique, biologiste de son état, quand il va commencer à créer ces problèmes-là, nous aussi, nous allons appeler les populations africaines et même la même OMS et la communauté internationale à vous dire qu'en fait, aujourd'hui,
L'Afrique a cessé d'être votre cobaye. L'Afrique peut se prendre en charge. Donc, ou alors, si vous voulez qu'on continue à travailler au sein de l'Organisation mondiale de la santé, notre voix doit compter. Très bien. Charles Amène Bachou, enfin, est-ce que cette attitude de Jitega aujourd'hui, si vous voulez, hein, du Burundi, peut nous amener véritablement à la création d'une institution africaine de la santé? L'Union africaine de la santé, M. Michel Ngachou, elle est en gestation. Je peux vous dire avec certitude déjà qu'il y a beaucoup de personnes, M. Michel Ngachou, qui m'ont contacté déjà. Il faut qu'on travaille sur l'Union africaine de la santé. Pourquoi je le dis? Vous avez vu, cette pandémie à coronavirus a fait en sorte que les Camerounais désertent les pharmacies. On est entré en forêt. Les Africains sont entrés en brousse. Aujourd'hui, on vous dit que les antipaludéens ne sortent pas. Jusqu'en fin d'année, très peu de Camerounais auront le paludisme. Vous allez vous rendre compte, oui. On va hospitaliser très peu de Camerounais de paludisme. Oui, c'est vrai. Très peu. Paludisme typhoïde. Quand je disais souvent aux enfants que quand on vous donne la papaye, vous mangez la papaye, mangez les pépins. Les gens ne comprenaient pas. Les pépins tuent ce qu'on appelle au village les magnons, oui, les vers. Les vers intestinaux. Pressez, vous mangez. Quand vous prenez le pamplemousse, après avoir mangé le pamplemousse, mâchez les pépins de pamplemousse, vous avalez. Le melon, c'est pareil. Mais on vous dit. Y compris le citron. Le citron. Donc vous aurez moins d'angine, moins de tout. Moins d'angine. Je me permets vraiment. Quand vous dites cela, Charles Amène, je reviens, on va faire rapidement le lien avec la pandémie liée au Covid-19. J'ai changé encore hier soir avec le docteur Tazon Maurice qui me dit, l'autre jour, vous m'avez demandé combien de personnes j'ai soignées. Je suis à 200 personnes soignées de coronavirus au Cameroun. Voilà. Il dit bien, je suis à plus de 200 personnes soignées de coronavirus au Cameroun. On n'en parle pas. Est-ce que c'est normal? On ne va pas en parler. Ils doivent s'associer avec le Bombok, avec Bengono, avec Monseigneur Cléda. C'est l'occasion de créer le démembrement de l'Union africaine de la santé du Cameroun. Le Gabon avec Dr Mavungu, ils vont créer. Celui qui a fait la pivirine au Bénin, c'est comme ça qu'on va créer. Et on va organiser un forum national, international, où on va s'asseoir les Africains et discuter sur le Mukulungu, discuter sur le Mbébenga, discuter. Le Kenya a fait partie 200 Chinois. Juste après qu'on ait chassé, on a commencé à torturer les Africains en Chine, le Kenya a libéré de son sol 200 Chinois. Si aujourd'hui le Burundi dit aux gens de l'OMS, partez, il y a quoi? Mais c'est que nous, au Cameroun, on a pris les voitures. Non, chez nous, on a pris les voitures avec le carburant et les chauffeurs. Mais vous savez, la différence qu'il y a, c'est que l'OMS nous attend dans les pharmacies. Mais qui continue à nous attendre au sein des pharmacies, nous, on est en brousse. On sort avec le Kékéliba, on sort avec le Cormon, avec la Tunisie. Et laissez-moi vous dire qu'actuellement à Douala, il y a beaucoup de personnes à Makepe, beaucoup de personnes à Bonamoussadi, qui cultivent déjà dans leur domicile le petit potager, l'artémisia. Donc je vous dis que d'ici à décembre, vous allez vous rendre compte que l'affaire du paludisme, les hôpitaux seront vides. Vraiment, ça va changer. Allez, dans un instant, nous allons passer à autre chose. Merci à vous, merci à tous, mesdames, messieurs. Le temps pour notre ami de s'installer. Nous allons revenir quand même vous dire que multiplicité des protocoles de traitement de Covid-19, les chercheurs camerounais sont-ils muselés ou oubliés? Heureusement, bon, on le disait, le professeur Leman tout à l'heure donnera une conférence pour qu'on comprenne mieux la réalité ou la place même de cette médecine entre guillemets douce pour le Cameroun. Et il faut donner la parole à ces gars qui ont cherché, qui ont trouvé, Charles Amel, la maladie, j'ai envie de dire le remède du Covid-19. On est assailli. Célébrons nos soldats camerounais de la santé traditionnelle. Très bien. Célébrons-les au Cameroun. Mais étant donné que nos administrateurs ont fait allégeance à l'occidentalisation, à la médecine occidentale, nous sommes englués. C'est à chacun de tenir sa vie et de dire « je vais me sauver ». Il n'y a pas de remède de grand-mère. La grand-mère n'avait pas les secrets. La médecine est africaine. Arrêtez de dire les recettes de grand-mère. Merci. Allez, vous le savez également, bavure du commandant de brigade, Marie-Claudette Mezou. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le CED. On n'a pas entendu Yaoundé. On n'a pas entendu le ministère de la Communication. On n'a pas entendu le ministère de la Défense. On n'a rien entendu. C'est deux bavures. Il y a eu des bavures. La bavure du commandant de Balachi
qui a tiré sur le pied, celle du commandant qui a battu. Donc c'est 2 bavures. 2 bavures, on n'en parle pas. Et les Camerounais, rassurez-vous, nous ne lâcherons pas. Il va falloir en parler. Il va falloir rapidement qu'on interpelle. Au moins, le ministre de la Communication, il peut au moins s'exprimer là-dessus. Parce que quand c'est les affaires d'un garbou, des massacres, entre guillemets, il se prononce urgemment. Mais sur ce cas-ci, vraiment, le porte-parole du gouvernement devrait nous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de Marie-Claudette Mezou? On ne sait pas, on n'en parle pas. Comment on va inhumer même cet enfant? Oui, oui. Comment d'abord on va inhumer cet enfant? Parce qu'il faut réfléchir, il faut donner des justificatifs. On ne va pas porter cet enfant en terre. Là, c'est en tant que traditionnaliste, il faudrait d'abord qu'on s'asseye, qu'il y ait apaisement. Il faut qu'il y ait apaisement, on discute. Mais on est là, on attend, il faut bien communiquer. Non, pas seulement communiquer, que cela soit rendu public, qu'on nous dise. Hein? Qu'est-ce qu'on va en faire? Allez, on va, madame, monsieur, merci de rester avec nous sur les antennes d'Equinox Télévision. Marquons une petite pause et allons bien sûr retrouver Consti Lamine qui revient cette fois-ci en tant que communicateur de Sorepco. Et il est là ce matin avec Sorepco. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour mon cher ami et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et surtout bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Oui, ces magasins qui ont décidé, bien entendu, de permettre aux Camerounais, de permettre aux étrangers d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et ce matin, je viens encore en tant que le porte-parole de ce magasin. Je viens encore ce matin en tant que le vendeur médiatique des magasins Sorepco pour essayer bien sûr d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Acheter un article, c'est bien, mais acheter un article neuf et de qualité, c'est encore mieux. Et où l'avoir? C'est de l'avoir bien sûr du côté bien sûr des magasins Sorepco qui vous permettent encore en cette belle journée d'avoir une promotion exceptionnelle, d'avoir des prix encore tellement bas, d'avoir également de la garantie. Surtout en ce moment où on parle bien sûr de confinement, en ce moment, on parle bien sûr d'interdiction des visites. En ce moment, il est question de rester à la maison. Il est question d'avoir son réfrigérateur. Il est question d'avoir sa cuisinière. C'est donc l'occasion, plus que jamais, chers téléspectateurs, d'aller dans les magasins Sorepco. Dans tous les magasins Sorepco, c'est la grande promotion. Dans tous les magasins Sorepco, ce sont des prix très, très alléchants. Et je rappelle que le stock qui sera présenté tout à l'heure est un stock tellement limité en matière de réfrigérateur et en matière de cuisinière à gaz. Je rappelle que le stock, il est tellement limité, il n'en reste plus que quelques cuisinières à gaz dans les magasins Sorepco et bien entendu quelques réfrigérateurs de 308 litres dans les magasins Sorepco. Acheter un réfrigérateur, c'est bien, mais un réfrigérateur neuf, c'est encore mieux. Parce qu'un réfrigérateur déjà utilisé, un réfrigérateur d'occasion, je me permets de le dire ce matin, vous allez dormir avec le technicien à la maison. Parce que celui qui va acheter un réfrigérateur déjà utilisé va dormir avec un technicien à la maison et il va se permettre tous les jours de réveiller le technicien. Donc pour éviter les tracasseries, pour éviter l'AVC, pour éviter les maux de tête, allez dans les magasins Sorepco et achetez un réfrigérateur super cool. Oh là 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 là. Rien que le nom vous donne l'envie de l'acheter. Le réfrigérateur super cool qui a bien entendu plusieurs avantages. Vous l'avez à 310 000 dans les magasins Sorepco. Réfrigérateur super cool dans les magasins Sorepco. Vous l'avez à 310 000 francs. Regardez bien sûr la présentation physique. Bien entendu, en haut, c'est le réfrigérateur. En bas, c'est le congélateur. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est nyanga. Comme dirait une petite fille. Pardon, oh, ne gardez plus les condiments chez nous. Chacun doit avoir son réfrigérateur parce que c'est tellement nyanga. C'est tellement de lait. Il est neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez à 310 000 dans les magasins Sorepco. La marque, c'est super cool. Un réfrigérateur de qualité. Ça vous permet non seulement de congeler vos aliments, ça vous permet de les rafraîchir, ça vous permet de bien garder vos aliments. Pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, ne gardez plus, virgule, les condiments, virgule, chez les voisins, point, virgule, parce que Sorepco vous permet d'avoir un réfrigérateur 308 litres à 310 000 francs. Regardez encore ce réfrigérateur, chers téléspectateurs. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion de commander. Je n'ai pas dit un réfrigérateur de 200 litres. Je n'ai pas dit un réfrigérateur de 100 litres. J'ai dit un réfrigérateur de 308 litres. Vous l'avez à 310 000 dans tous les magasins Sorepco. Le stock, il est tellement limité. Garantie de plusieurs années.
qualité de service et surtout un avantage exceptionnel, c'est que ce réfrigérateur ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez en promotion dans tous les magasins Sorepco à 310 000 francs. À côté, bien sûr, de ce réfrigérateur, le véritable cadeau de ce mois de mai, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, les cuisinières à gaz sont de retour. Oh là 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 là. Une cuisinière à gaz de marque Nexus, 4 foyers, avec un four allumage automatique, tellement présentable. Oh là 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 là. Qui n'aimerait pas avoir cette cuisine à la maison? Vous l'avez à 96 000 francs dans tous les magasins Sorepco, que ce soit à Yaoundé, à Bafoussam, à Bertois, à Maro, à Bamenda, c'est 96 000. Une cuisinière neuve, une cuisinière dans le carton, une cuisinière avec garantie, 4 foyers plus un four. Vous l'avez à 96 000 francs. Ce n'est pas tout. Allumage automatique, ce n'est pas tout. Il y a la garantie, ce n'est pas tout. C'est tellement nyanga. Vous l'avez à 96 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Je rappelle que le stock, il est tellement limité. Donc, anyman, William Yes, non, must go for magasin Sorepco. Mototenye Sengalemba Tatan. Allande au magasin Sorepco. Et Banjana Oten. Oben cuisinier ya boam. Oben mio ma gaz. Au Sorepco. Oben réfrigérateur. Oben carreau. Oben congélateur. Motote allande au Sorepco. Cuisinière à gaz à 96 000 francs. Ça, 4 foyers. Ça, un four allumage automatique. Elle est neuve dans le carton avec garantie chers téléspectateurs à 96 000 dans tous les magasins Sorepco. Et n'oubliez surtout pas les restaurateurs, les hôteliers, les particuliers, les revendeurs du côté des DEA, les revendeurs du côté de Bafoussam. Allez dans les magasins Sorepco et achetez la cuisinière à gaz à 96 000 francs seulement dans tous les magasins Sorepco. Un conseil chers téléspectateurs, économisez plus, évitez les maux de tête, évitez les AVC. Allez dans les magasins Sorepco et achetez la qualité à petit prix. Commandez-les à présent. Les numéros, vous les avez. C'est à 96 000 francs. Une cuisinière de qualité chez Sorepco. Merci Constellamine, merci infiniment pour ce moment commercial sur les antennes d'Equinox Télévision. Merci de continuer à nous faire confiance. Allez, Karine, quelques messages rapidement. Est-ce que c'est l'Institut de la statistique qui doit faire toutes les statistiques que vous demandez? Elle peut, mais dans ce cas-là, vous devez commander ces statistiques. Sinon, il y a des organismes concernés qui font ces statistiques. Le directeur d'une école, par exemple, va faire des statistiques de son école, combien d'élèves, combien d'admis, combien d'échoués, etc. Le délégué départemental va regrouper au niveau de son département, etc., etc. Non, c'est pas comme ça. Il y a un ministre de l'économie, du plan de la planification et du développement du territoire. Lorsque ce ministère se déploie, il nomme un délégué régional, un délégué départemental. Ce démembrement contient tous les services que contient le ministère à Yaoundé. Il y a un service courrier, il y a un service de statistiques, il y a un service de ci, de ça. C'est le service, donc la délégation départementale de ce ministère-là qui a la charge de prendre toutes les données statistiques de ces départements, savoir que le département de Vouri a 800 écoles primaires et maternelles. Et parmi ces 800, 500 sont du privé et 300 sont du public. Ils sont logés tel à tel, c'est comme ça que ça se fait. Et que dans le Vouri, les enfants vont à l'école maternelle à 2 ans. Et il y en a même qui ne savent pas prononcer, dire papa. Il y en a qu'on jette là-bas parce qu'il y en a donc qu'on a confondu avec les crèches. Tout ça, c'est ce département ministériel qui rassemble ces éléments. Ce n'est pas le délégué départemental d'éducation de base qui prend là-bas, qui lui envoie des statistiques. Non, c'est pas comme ça. Sur des éléments politiques, Charles Amenbon Bengan, sur les éléments politiques, on se demande, est-ce que les hommes politiques du moment, c'est-à-dire que ce soit ceux de l'opposition, comme ceux qui sont en ce moment au pouvoir, peuvent avoir les vrais chiffres pour mieux contre-attaquer? Non. Non. Les vrais chiffres n'existent pas, ou alors sont peut-être envoyés comme sont envoyés les résultats des élections. Parce que l'administration a les procès-verbaux
qu'on envoie au président de la République, les vrais chiffres. Et on peut rester confectionner d'autres chiffres. D'accord. J'ai l'impression que c'est comme ça que les statistiques travaillent également. En tout cas, on va... Donc le président, lui, il doit avoir les chiffres réels. C'est un sujet très important. Il va falloir, plus que jamais, Charles Mbachou, se penche là-dessus. Moi, je vous enverrai tout simplement écouter la profession de foi du président Maurice Kamto, oui, lorsqu'il allait aux élections. Si vous avez regardé là où il était dans une sorte d'amphithéâtre, il présentait la situation du Cameroun avec des chiffres qu'il allait voir. Vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a eu un cabinet qui a travaillé statistiquement dans la région du Nord, l'extrême Nord. Il présentait avec des chiffres. Allez réécouter, ouais, allez revoir, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des gens qui travaillent. Je ne le dis pas pour l'encenser, mais je dis parce que au moins c'est après cela que, après cette profession de foi a été diffusée, que beaucoup de personnes ont véritablement compris l'homme Maurice Kamto. Et surtout les chiffres évoqués. Les chiffres évoqués. On ne peut rien faire sans chiffres. À la fin du mois, vous savez que dans mon argent, vous avez les statistiques. J'ai un salaire de 20 000, j'ai 4 enfants, j'ai une femme. Je vais rationner tant, je vais faire ci. Ça fait 1 an, ça fait 3 mois, on n'a pas eu de maladie. Il y a le changement de saison. On peut attendre, je peux m'attendre à un paludisme, soit de ma femme, soit de mes enfants. Il faut que je prévoie. C'est ça les statistiques. Très bien. C'est tout. Vraiment, on vous dit merci. Merci Charles Hamel, merci Mbombo, merci Karine, merci Dominique Audrey Oyengele pour cette édition de 10-12 le Zénith. Madame, Monsieur, merci à vous également d'avoir trouvé de l'intérêt à rester là. Demain, c'est un autre jour, c'est certainement le dernier jour de la semaine. Le temps pour vous, bien sûr, de rester connecté sur Equinox pour la suite des programmes. À demain.